Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, au travers de ces vidéos, il vulgarise la cybersécurité pour tous les internautes, du danger du Wi-Fi public aux précautions à prendre face aux virus informatiques. Micode aborde de nombreux sujets sur sa chaîne YouTube, vous allez le voir, et on en parle dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech, toujours. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Alors Jeanne, aujourd'hui on s'interroge avec vous sur les dernières tendances en matière d'intelligence artificielle et d'architecture. Absolument, parce qu'on les dénombre plus, ces comptes Insta où les architectures les plus folles sont générées avec l'aide de l'IA. Alors, simple lubie ou alors vraie tendance à impact sur le secteur de l'architecture? On se pose la question tout à l'heure. Et puis c'est notre question du jour. D'ici au début de mon échange avec mon invité, environ 8 filles de moins de 15 ans auront accouché, la plupart dans les pays les plus pauvres du monde. Beaucoup d'entre elles ne retourneront jamais à l'école. Alors, quel est le frein à cette égalité des genres dans l'éducation? Eh bien, on en parle avec notre invitée, justement, puisqu'elle est experte de ces sujets, Tiffany Rodriguez. Bonjour Tiffany. Soyez la bienvenue dans l'école du futur. Vous êtes consultante éducation et genre à l'Institut international pour la planification et l'éducation de l'UNESCO. On en parle dans un instant, juste après le focus. Chercher, comprendre, expliquer ou encore simplifier. Voilà ce à quoi ressemble la chaîne YouTube de Michael de Marliave, plus connu sous le nom de Micode. Cet addict de la technologie est notre focus du jour, signé aujourd'hui Jean Martineau. Il y a 2 mois, on a décidé de lancer une immense expérience statistique en envoyant plus de 10 000 CV à des recruteurs. L'objectif, répondre à 4 questions qu'on s'est tous déjà posées. Est-ce que c'est grave de ne pas avoir une orthographe irréprochable? Est-ce que sur sa photo, il vaut mieux être souriant ou plutôt sérieux? À quel point le fait d'avoir fait une grande école va vraiment augmenter les chances de passer la première sélection? Il traite principalement d'informatique, de cybersécurité et plus généralement des enjeux du numérique. Micode est une star d'Internet qui parle d'Internet. Véritable geek, il se passionne très tôt pour la programmation et le développement informatique. Il se lance sur YouTube en 2017. Il est alors en première année d'IUT. Offrant un contenu de vulgarisateur du numérique, il fait face à une concurrence quasi nulle dans le domaine et dès le lancement de sa chaîne, il pulvérise les compteurs. Ah ouais, carrément, je l'ai lancé en janvier et en avril, effectivement, on était à 200 000. Et je me souviens d'un seul week-end, par exemple, où on a pris 30 000 abonnés. Les abonnés augmentent à une vitesse grand V et sa chaîne YouTube devient incontournable. L'ascension est telle qu'un an après son lancement, la chaîne de Michael est référencée dans une publication du ministère français de la Culture, inventoriant les chaînes YouTube culturelles et scientifiques adaptées à un usage éducatif. Si vous avez eu des parents prudents, ils vous ont peut-être dit qu'il ne fallait jamais, au grand jamais, écrire son nom de famille sur Internet. Et effectivement, ça sonne comme une bonne idée. Si votre futur recruteur tape votre nom dans Google et vous voit arraché à votre asso étudiante ou tombe sur les posts gênants que vous faisiez au collège, c'est pas terrible. Vous pouvez toujours tenter de les faire supprimer. Mais comme on dit, Internet n'oublie jamais. Il y a tellement d'outils pour retrouver des contenus censés avoir disparu qu'il est plutôt prudent de prendre un maximum de précautions. Notamment, dès que possible, utiliser un pseudo ou au moins les initiales à la place de son nom de famille. Et effectivement, c'était une bonne idée. À une certaine époque d'Internet, à un certain stade de la technologie. Ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, c'est que depuis relativement récemment, c'est devenu parfaitement inutile. Et que s'il reste quelques photos, dossiers de vous sur Internet, vous avez du souci à vous faire. Sans prétention de vouloir former qui que ce soit, mais simplement en voulant éveiller la curiosité et en apprenant quelque chose, Micode a su parler à son public. Il évoque de petites choses que peu de gens savent et pour lesquelles ils n'ont pas de temps à perdre, mais lui, si. Et nous, on se dit à très bientôt. Allez, direction l'Afrique subsaharienne. À présent, les jeunes filles africaines font face à de nombreux obstacles quant à l'accès à un droit absolument fondamental. L'éducation, conflits, religion ou encore pauvreté creusent un large fossé entre les filles et la scolarisation. On en parle justement tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, en duplex, pour en parler, Tiffany Rodriguez, consultante éducation et genre à l'IIE,
l'IIPE, l'Institut international pour la planification de l'éducation à l'UNESCO. L'Afrique subsaharienne, Tiffany, abrite la plus grande population non scolarisée du monde. Un enfant sur 5 en âge de fréquenter l'école primaire et plus de la moitié des adolescents en âge de fréquenter le secondaire ne vont pas à l'école selon l'UNESCO. Ce sont justement de ces sujets dont vous avez fait votre expertise, Tiffany. Vous qui travaillez au plus proche des communautés éducatives sur place, quelles sont leurs priorités aujourd'hui en matière de genre et d'éducation? Est-ce que c'est notamment cette question d'accès à l'apprentissage chez les jeunes filles notamment? Merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est très important pour la région, celui de l'éducation des filles et de l'égalité de genre dans et par l'éducation de manière plus générale, puisque dans le cadre de mes fonctions, je travaille pour l'égalité de manière large, donc ça inclut aussi l'accès à l'éducation des garçons. Donc vous parlez des priorités en termes d'éducation et de genre pour la région. Elles sont nombreuses. La première, je dirais que c'est un enjeu de démographie, puisque le continent africain est celui qui a la population la plus galopante, avec des taux de natalité très importants, et donc une pression sur le système éducatif très importante également, puisqu'il s'agit d'absorber tous ces nouveaux élèves année après année, de former des enseignants pour leur garantir une éducation de qualité. Et du coup, c'est le deuxième enjeu que je verrais, c'est l'enjeu de la qualité de l'éducation qu'on va venir offrir à ces jeunes qui ont besoin d'être formés, puisque seulement 6 enfants sur 10, après 6 ans d'école primaire, sont capables de réaliser un calcul de base. Donc il y a tout un enjeu aussi sur comment garantir que le système soit un système de qualité, en plus d'un système qui permet de scolariser en termes juste de taux d'accès. Il y a aussi une question de financement de ce système éducatif, puisque même si le secteur éducatif est le secteur social le plus financé, et ça c'est une tendance mondiale, c'est aussi un secteur qui n'est pas assez financé et qui a encore des besoins de financement croissants, puisqu'il y a une masse salariale énorme, celle des enseignants et des fonctionnaires de l'éducation. Et ensuite, il y a la question un peu double de l'inclusion et l'équité, et celle de l'insertion ensuite des jeunes. Puisque comme vous l'avez très justement souligné, tous les jeunes n'ont pas le même accès à l'éducation, en particulier dans la région. Vous l'avez très bien dit, les filles sont pénalisées malgré une progression importante en fait, de leur accès à l'éducation sur les dernières années. Si le taux de scolarisation a augmenté, les opportunités ensuite d'insérer le marché du travail et d'avoir des opportunités économiques viables, elles sont limitées, en particulier dans certains secteurs, et je pense notamment à ceux des sciences, technologies et mathématiques. Merci beaucoup, Tiffany, pour ces chiffres passionnants. Pardon, je vous coupe, mais il y en a un autre qui est absolument passionnant aussi et particulièrement marquant. Les 2/3 des 774 millions d'analphabètes à travers le monde sont des femmes. 34 millions d'adolescentes ne sont pas scolarisées et n'ont donc pas évidemment la possibilité d'acquérir des compétences vitales qui leur permettraient de travailler. Est-ce que les enjeux locaux que vous vivez, vous, au quotidien, on parle ici de politique, de santé, d'environnement, de terrorisme aussi malheureusement, joue d'une manière ou d'une autre sur l'exécution de ces priorités? Quels sont les obstacles aujourd'hui principaux à cette égalité? Bon, vous l'avez déjà un petit peu dessiné, mais oui, c'est un continent avec des enjeux majeurs et puis avec des crises, des conflits qui viennent entraver en fait les progrès qui sont en cours pour garantir une éducation de qualité sur un pied d'égalité à tous les jeunes et toutes les jeunes filles. Évidemment, la crise Covid a créé beaucoup de défis en fait pour le maintien à l'école des jeunes, notamment des filles, puisque ce sont elles qui ont souffert le plus de la crise Covid, puisque après avoir eu une scolarité coupée, beaucoup d'entre elles ne sont pas revenues à l'école, donc il y a eu un fort taux aussi d'abandon scolaire chez les jeunes filles. Il y a aussi toutes les questions d'intersectionnalité, puisqu'en fait, il y a différents types d'inégalités qui se cumulent. Donc on peut être une fille et avoir des barrières à l'éducation, mais si on cumule également le fait d'avoir un handicap, de vivre en milieu rural, il y a
tout un tas en fait, d'autres facteurs à prendre en compte quand on étudie les inégalités d'accès en fait, à l'éducation chez les filles, mais aussi chez les garçons. Vous nous parlez effectivement de l'importance du genre dans l'accès à l'éducation. Le genre, vous le dites, il est aussi associé à d'autres facteurs, notamment l'appartenance ethnique ou la situation géographique. Est-ce que l'importance des pratiques culturelles ou sexistes en fait aussi partie? Le mariage et les grossesses précoces, le travail chez les jeunes filles aussi, c'est quelques-unes des raisons principales de la déscolarisation des jeunes filles en Afrique subsaharienne notamment? Alors, les normes de genre, elles pèsent aussi bien sur la scolarisation des filles que sur la scolarisation des garçons. Je pense que c'est important de le rappeler quand on travaille sur l'égalité de genre dans l'éducation. C'est qu'un système qui enferme les jeunes, qu'ils soient garçons ou filles, dans des rôles et avec des rôles genrés, en fait, ne va pas ouvrir le plein potentiel en fait, des jeunes pour avoir un impact positif dans la société. Donc, les normes de genre, elles pèsent. Évidemment que le mariage précoce des jeunes filles dans la région du Sahel est une préoccupation majeure des gouvernements et des partenaires techniques de l'éducation, puisqu'ils mènent souvent à la déscolarisation des jeunes filles. Donc ça, c'est évidemment des barrières à l'éducation des filles qui sont à noter. Les violences de genre en milieu scolaire sont aussi des entraves à la scolarisation et à la réussite des filles comme des garçons, puisque les violences de genre en milieu scolaire, elles peuvent prendre différentes formes. Donc les violences sexistes et sexuelles touchent en majorité les jeunes filles, mais les violences physiques ou alors le harcèlement touchent en particulier les garçons. Donc c'est vraiment aussi important, je trouve, quand on parle du poids des normes de genre, de bien prendre en considération qu'elles pèsent aussi bien sur la scolarisation des garçons que celle des filles. Le cœur de votre mission aujourd'hui, Tiffany, au sein de l'UNESCO, quel est-il? Est-ce que c'est de conseiller aujourd'hui les États, les gouvernements locaux sur la mise en place de leurs politiques éducatives, notamment en matière de genre? Oui, tout à fait. En fait, en ce moment même, je travaille sur un programme qui s'appelle Priorité à l'égalité. C'est Gender at the Center Initiative, qui est un programme conjointement mené par l'IPE et UNGAI, et qui vise à accompagner les ministères de l'éducation de 8 pays d'Afrique subsaharienne dans la planification de leur système éducatif sensible au genre. Donc on accompagne les ministères à différents niveaux, au niveau de la coopération technique, au niveau de la formation de ces cadres et aussi dans la production de connaissances et de recherche, puisque les données sont essentielles pour lutter contre les inégalités. Comment justement on arrive à mesurer aujourd'hui, Tiffany, les progrès en termes d'égalité de genre dans l'éducation, dans l'enseignement? Est-ce que vous vous fiez plutôt au taux de scolarisation des jeunes filles et des jeunes garçons, ou est-ce que vous avez d'autres indicateurs qui vous permettent de dire que tel ou tel État, tel ou tel gouvernement ou pays est sur la bonne voie? Alors c'est très intéressant, je trouve, que vous posiez cette question-là, parce que généralement quand on va parler d'éducation des filles, on va souvent se concentrer sur le taux de scolarisation des jeunes filles. Et ce taux de scolarisation, il a énormément progressé sur les dernières années. Donc on pourrait se dire qu'on est dans un système qui est de plus en plus égalitaire. Mais quand on se concentre un petit peu plus sur les données et qu'on les regarde un peu plus en détail, en fait, on comprend qu'il faut aussi regarder le taux d'achèvement, la réussite aux examens, les questions aussi d'accès, les questions de bien-être à l'école qui sont difficiles à mesurer, le taux de violence de genre en milieu scolaire, la proportion de jeunes filles par filière aussi, puisqu'il y a des filières où les garçons sont plus représentés, et aussi la question de l'insertion ensuite dont on parlait tout à l'heure, l'insertion professionnelle, puisqu'en fait, même si on arrive à atteindre à terme un système éducatif paritaire, ça ne veut pas dire que les mêmes opportunités seront offertes aux garçons et aux filles à la sortie de leurs études. Donc ça, c'est aussi tout un travail. Quand on travaille avec les gouvernements, on essaye de produire de la connaissance et produire des données, avoir accès aux données, parce que c'est vraiment ça qui pêche aujourd'hui en Afrique, c'est de savoir sur quelles données on peut se baser pour prendre des décisions politiques sur la base de données factuelles et de preuves, en fait. Et donc, on accompagne beaucoup les gouvernements dans l'accès aux données et l'analyse de ces données sur l'accès à l'éducation. Tiffany, merci beaucoup. Je vous propose de retourner en Afrique dans un instant. D'abord, on va faire juste un tout petit tour du côté de la planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
When a jellyfish stings you, it lodges microscopic barbs into your skin. Their tentacles are armed with thousands of them, and they're each filled with venom. Now, even if you just lightly brush against them, the stingers will immediately embed into your skin and release their painful toxins. The sting can cause an immediate sharp pain and may turn swollen and itchy as the venom spreads. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée en duplex aujourd'hui, Tiffany Rodriguez. Mais juste avant de reprendre nos échanges, Tiffany, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus, évidemment, qui a eu l'idée derrière la tech. Jeanne, la révolution de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'architecture est en marche et elle ne manque pas de créer une déferlante de propositions visuelles, toutes les plus inventives les unes que les autres, de la part des architectes mais aussi des internautes. Absolument, j'ai commencé à m'intéresser au phénomène en juin dernier, quand je suis tombée sur un post de Tim Fu, un jeune architecte ancien de l'employé de l'agence Zaha Hadid, qui s'amuse à créer à partir de feuilles de papier froissées, grâce à l'IA, des édifices dans le style de Frank Gehry, de Daniel Libeskind ou de Santiago Calatrava, des architectes internationaux qui ont un style très identifiable et jouent justement de ces phénomènes aléatoires au sein de leurs œuvres d'art. Et pour ça, Tim Fu, il a utilisé la technologie de LookX. C'est un petit demi-journée made in China qui est spécialisé pour les architectes, entraîné sur des bases de données spécifiques au domaine, des millions de vues en 2D et en 3D qui donnent, il faut dire, des résultats assez dingues, on vient de le voir. Et des résultats aussi symptomatiques de cette tendance de l'architecture intelligence artificielle qui fleurit sur les réseaux. Absolument. À se demander si Instagram, en fait, c'est pas le nouveau champ des possibles dans l'art de bâtir. Alors, depuis que j'ai découvert Tim Fu, je suis aussi tombée sur pléthore de comptes qui pullulent sur Insta avec force #AI Architecture et plaisir visuel à la clé à vous en donner un syndrome de Stendhal. Leurs auteurs, Hassan Ragab, Jean-Jacques Balzac, j'en passe, cumulent plusieurs centaines de milliers de followers et constituent la nouvelle scène de l'architecture imaginaire. Alors je me suis demandé aussi ensuite s'il n'y avait pas une spécificité justement de cette production assistée par IA. Diagnostic, Jeanne? Diagnostic, j'ai fait un petit top tendance. Alors premier point commun, c'est évidemment la capacité de l'IA à sonder rapidement des champs de l'imaginaire jusque-là inattendus. Et aussi, une de ses qualités les plus significatives, c'est son pouvoir d'association, qui permet par exemple de conjuguer des sociétés du très lointain passé avec le présent du rendu, mettons, les sociétés de l'ancien passé, mettons, l'Égypte antique. Un artiste, en fait, il est passé maître dans cet art, c'est Hassan Ragab. Lui, sa lubie, c'est de recréer la salle de bain, mettons, de Cléopâtre, le salon d'un employé de Ramsès, celui de son OnePlus 1 avec vue imprenable sur la vallée des rois, passant à la cuisine tout équipée avec placards de bois gravés, de hiéroglyphes de plus en plus affinés à chaque version supérieure des IA, et passons enfin aux autres décors, aux parois
peintes qui rappellent celles des véritables sites égyptiens, hein, dont les traces de polychromie nous indiquent qu'à l'époque, elles brillaient de 1001 couleurs. Incroyable, Jeanne. Alors ça, imaginez l'histoire, c'est fait. Quoi d'autre? Est-ce qu'on a des scènes plus proches de la réalité peut-être? Alors on parlait de la capacité associative de l'IA entre des matériaux d'époques différentes. Et elle est aussi riche de résultats quand il s'agit d'éléments de nature différente. Une des tendances qui ressort en fil rouge, c'est d'une volonté d'associer le construit avec le naturel. Et ce, notamment à travers l'idée d'intégrer l'habitat à l'environnement naturel, hein, de jouer sur la limite entre lieu de vie et lieu de la vie, ou de se servir de la nature comme élément architectural à part entière en éliminant au plus l'idée de dehors et de dehors, ou au contraire aller chercher à augmenter la minéralité du bâti en faisant des constructions à l'image des formations géologiques, en se saisissant des couleurs, des allusions, et en jouant du fait que les strates du temps géologique agissent comme de véritables principes formels. Bah oui, alors Jeanne, ça me fait penser à une question. Est-ce qu'il y a un style spécifique qui se démarque de ces productions ou est-ce qu'on se situe presque en dehors de l'histoire? Alors plus que jamais, les IA, ce sont des grandes historiennes, hein. Elles ont accès à des bases de données qui ne connaissent ni frontières géographiques, ni frontières temporelle, et du fait de ce poids, il y a quelque chose d'assez logique qui se passe, c'est-à-dire qu'on est dans une nouvelle vague d'apparition du néo, un peu comme au 19e siècle avec le néo-gothique ou le néoclassique. Là, en fait, Tim Fu, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, lui, il parle de futurisme néo-baroque. Moi, je dirais plutôt ce serait plutôt un néo un peu de tout, parce que se dégage en fait de ces productions, et notamment de celles de Tim Fu, si on les voit, pêle-mêle, on peut avoir une profusion décorative qui a trait au baroque, une influence gothique dans la recherche de formes élancées, la finesse des éléments structurels, ou bien parfois une rencontre entre formes végétales et formes architecturales qui sont caractéristiques de l'Art nouveau, par exemple. Je parlerai donc plutôt d'un néosyncrétisme qui agrège un peu les différentes couches de l'histoire de l'architecture et les réunit sur une seule et même ligne de crête. Donc Jeanne, à la big data qui nourrit ces intelligences artificielles et donc ces images, répond une quantité tout aussi grande de références, c'est ça? Absolument, je dirais même plus qu'on est passé du minimalisme au maximalisme, où après l'époque du less is more de la révolution industrielle, on passe au more is more de la société numérique. Et là-dedans, il y a une forte tendance qui se dégage avec laquelle je ne pouvais pas ne pas finir cette chronique. C'est celle qu'on qualifie d'hyperphysicaliste. Alors, on l'avait déjà vu apparaître dans les magasins de mode et dans les flagship stores, avec l'idée d'amplifier la présence de textures, de maximiser la polychromie des environnements, de privilégier les courbes, les fourrures, les mousses, bref, tout ce qui est agréable y passer, y était invité, le tout dans la volonté de renouer avec les aspects proprement sensibles de nos environnements face au tsunami des productions virtuelles. À moins que, pas du tout, qu'il s'agisse du contraire, et qu'il s'agisse justement de rendre virtualisables, en fait, ou instagrammables, tous les lieux où l'on évolue, j'en veux en tout cas pour preuve le succès de l'hyperphysicalité dans l'e-architecture, à les carousels. Qui peut résister à ces appels à la flemmardise coupable dans un océan de coussins ou parmi des murs matelassés? Qui peut résister à des cabis de couleurs venus tout droit des pays du soleil ou des villes en azuléjo géants, qui ne voudraient pas vivre sinon dans ces architectures faites par des licornes qui mangent de la barbe à papa multicolore, ou dans des maisons comme on a vu en dernier lieu, qu'on peut aussi manger, qui peuvent aussi servir de repas. Pourquoi? L'idée évidemment de manger son habitation pour que les architectes continuent à en construire de nouvelles, parce qu'on n'en aura jamais assez, et parce que ces bonbons visuels sur les réseaux sont aussi addictifs que le sucre, pour le plus grand plaisir de nos yeux ébahis. Et attention, dans ébahi, il y a... Voilà, AI. Fin de chronique. Elle est exceptionnelle, mesdames et messieurs. Elle est exceptionnelle, elle s'appelle Jeanne Dreyfus. Vous voulez bien nous faire un petit... Je vais manger le décor. Voilà, exactement. J'ai un peu faim. Bon, allez. Merci Jeanne Dreyfus. Et nous, on lance tout de suite, plus sérieusement, la deuxième partie du talk. L'école du futur s'invente tous les jours avec nos chroniqueurs et nos invités sur School TV, vous le savez, notamment à 12h30 dans l'école du futur. On continue d'en parler de l'école du futur et l'école d'aujourd'hui en Afrique avec notre invitée. Elle s'appelle Tiffany Rodriguez. Tiffany, vous êtes consultante éducation et genre à l'Institut international pour la planification de l'éducation à l'UNESCO. Alors, pour faire suite à nos échanges, Tiffany, on imagine que l'éducation qui est donnée aux femmes est aussi un combat au-delà de l'aspect culturel, historique qu'apporte un enseignement.
L'éducation est aussi évidemment un vecteur de lutte contre les discriminations. Instruites, les filles et les femmes ont une conscience peut-être un petit peu plus aiguë aussi de leurs droits. Elles jouissent de plus de confiance en elles, de liberté aussi pour prendre des décisions susceptibles d'affecter leur vie. Le sujet est donc aussi large qu'essentiel dans l'existence même de ces femmes, Tiffany. Oui, mais c'est un sujet extrêmement important, l'accès à l'éducation, puisque c'est avec l'éducation qu'on arrive à atteindre des systèmes plus inclusifs, plus stables, qui permettent aussi de promouvoir des notions de paix. Et donc, c'est très, très important, en fait, pour l'émancipation de tous et toutes, d'avoir une éducation de qualité accessible au plus grand nombre. Donc, que ce soit pour les filles comme pour les garçons, c'est un enjeu extrêmement important, puisque une population éduquée, c'est un peu la base pour le développement durable de n'importe quel pays. Jeanne Dreyfus a une petite question à vous poser. Oui, juste, est-ce qu'il y a des rôles modèles? Est-ce qu'il y a des femmes comme ça que vous présentez en exemple qui pourraient inspirer les différentes générations de filles, par exemple, à aller plus loin du point de vue de l'éducation? Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des femmes très influentes dans l'éducation. Je pense à Malala, qui est assez connue dans le secteur, qui a aussi, grâce à son engagement, permis de créer le Malala Fund, qui œuvre énormément pour l'éducation des jeunes filles, au-delà de sa région. Mais après, il y a toujours des rôles modèles que j'aime bien citer. Bon, en France, j'aime bien parler, grâce à une amie à moi qui m'avait introduite quand j'étais à Sciences Po, mais de Marie Marvin. C'est des femmes qui ont vraiment beaucoup à nous apprendre, puisqu'elles ont aussi agi à des époques où il y avait beaucoup de barrières pour elles pour faire leur travail. Et Marie Marvin a été l'une des premières femmes aviatrices de guerre. Elle a été énormément décorée en termes de médailles sportives. Elle a beaucoup travaillé pour être une femme avec les mêmes droits que les hommes. Et elle est assez méconnue en France. Donc je vous invite à aller chercher par vous-même pour découvrir un peu plus sur sa vie. Eh ben, on va faire ça avec grand plaisir, Tiffany. Merci beaucoup pour ce bel exemple. Je reviens 2 minutes en Afrique, effectivement, parce qu'on se demande si le problème, c'est pas parce qu'on manque un petit peu d'enseignement sensible au genre dans les programmes éducatifs. Est-ce que vous, qui avez une vision très globale de ce qui se passe sur place en Afrique subsaharienne, est-ce que vous diriez que l'une des solutions, en tout cas ce sujet de l'accès notamment des jeunes filles à l'éducation, c'est qu'il manque le fait que l'équité n'est pas encore au cœur aujourd'hui de la planification des politiques et des décisions d'investissement dans l'éducation, ou que l'éducation au genre n'est pas au cœur des programmes scolaires? Oui, je suis tout à fait d'accord sur le constat. On travaille beaucoup avec l'UNESCO et aussi avec l'IPE sur les manuels scolaires et faire en sorte qu'ils soient exempts de stéréotypes de genre. Donc on travaille au plus près des gouvernements pour développer des programmes scolaires qui ne soient pas bourrés d'images sexistes, de stéréotypes, qui pourraient enfermer en fait les garçons et les filles dans des rôles de genre qui en fait sont des entraves à l'égalité de manière générale. Donc on travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur le contenu des formations des enseignants au niveau de la formation initiale comme de la formation continue, pour faire en sorte aussi qu'au-delà des images en fait, qui sont présentes dans les manuels scolaires, la façon de raconter et de donner le cours soit exempte aussi de stéréotypes et valorise tous les élèves en classe. Et ça, c'est très difficile en fait à faire, et c'est très difficile ensuite à mesurer, puisque ça demande de faire de l'observation dans les classes, ça demande aussi de travailler sur la pédagogie et dans des systèmes où en fait on valorise la liberté pédagogique des enseignants et des enseignantes, puisqu'ils sont aussi les experts de leur domaine. C'est aussi difficile d'intervenir sur les questions d'égalité de genre. Donc en fait, c'est tout un travail en anglais, on utilise gender mainstreaming, en français on dit transversalisation du genre, mais je trouve que c'est même pas encore assez fort transversalisé, mais c'est un travail énorme en fait pour mettre les questions de genre au cœur de toute la planification du système, depuis qu'on pense les politiques jusqu'à ce qu'on les mette en œuvre et qu'on les évalue. Et ça demande un travail à tous les niveaux et un petit travail d'orfèvre pour faire en sorte qu'on
on n'oublie pas que chaque action qu'on prend, elle peut aussi soit promouvoir l'égalité, et ça c'est très bien, soit aussi promouvoir des stéréotypes qui enferment les jeunes dans certains rôles. Donc c'est très important. Merci beaucoup Tiffany. L'Afrique subsaharienne qui abrite la plus grande population non scolarisée au monde, mais des acteurs comme vous et comme l'UNESCO prennent le sujet à bras-le-corps. On a été absolument ravis de vous recevoir dans l'émission aujourd'hui Tiffany. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes consultante éducation et genre à l'IIPE, l'Institut international pour la planification de l'éducation à l'UNESCO. Merci Tiffany. Merci beaucoup aussi à vous Jeanne pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis toujours et puis on se retrouve nous dès demain 12h30 sur School TV. Bonne journée.